Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation sur Télé Grenoble. Aujourd'hui, avec mes invités, on va voir double et même triple, voire plus, puisqu'il va être question des grossesses et naissances multiples. À mes côtés, docteur Virginie Guigues, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien au CHU Grenoble-Alpes. En face de vous, Flora Jiménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes doula et conseillère allaitement. Et puis Guillaume Bruno, bonjour également. Bonjour. Et vous êtes président de Jumeaux et Plus 38. On va se retrouver dans quelques minutes, mais avant cela, je vous propose de découvrir une innovation qui fonctionne bien mieux que le marchand de sable. Le ronronnement d'un chat et d'autres sons propices à la détente et au sommeil. C'est l'une des propositions du coussin Pilot, fruit du travail d'une diplômée de l'école des design Straight en région parisienne et d'un ingénieur électronicien issu de Polytech Grenoble. Un projet qui a bénéficié d'une bourse French Tech de BPI France de 30 000 €. Ce coussin anti-stress vient réguler le rythme cardiaque. Les concepteurs ont aussi réalisé un travail d'éco-conception pour utiliser moins de plastique. Ils ont par exemple supprimer la fermeture éclair initialement prévue. C'est un reportage de Laurie Baillet et Charlotte Faulkner. Il ressemble à un petit oreiller et pourtant Pilot est ce coussin intelligent qui permet de rester zen. Élaboré à Mélan par Lucille Chabre et Guillaume Roche, il permet de lutter contre le stress, les insomnies et les crises d'angoisse à l'aide de ces différentes vibrations. L'idée, c'est qu'on va mettre le coussin Pilot contre soi, on va respirer tout simplement, et le coussin, avec son intelligence embarquée dedans, va pouvoir calculer notre rythme de respiration naturel, donc ce que je vis à l'instant T, et s'adapter par rapport à ça. Une fois qu'il a compris notre rythme, il va envoyer des vibrations rythmées. Donc simplement, la vibration, elle va augmenter et diminuer, et je vais inspirer quand elle augmente et expirer quand elle diminue. Après 3 années de recherche, le petit coussin offre aujourd'hui des séances sur mesure et propose également des ambiances sonores selon l'humeur. Si on veut aller plus loin dans l'expérience, on peut utiliser l'application mobile pour avoir accès à tout un panel d'univers audio pour accompagner la séance et puis créer cette petite bulle de protection. Je choisis ici l'expérience que je veux faire, donc selon si je veux bien dormir, m'apaiser, donc ça va être après une crise d'angoisse ou pendant une crise d'angoisse, ou simplement rester zen, donc la prévention au quotidien. Je vais choisir un audio qui correspond à mon besoin, donc la forêt enchantée, feu de camp, etc. Donc, voilà, donc je vais pouvoir choisir mon audio. Et là, ça va venir calibrer. Donc je prends le coussin contre moi, et je vais respirer un moment. Le coussin Pilot reproduit également le ronronnement des chats et crée ainsi un réconfort sensoriel pour les plus jeunes et les personnes âgées. Et ce coussin pourrait être disponible dans des magasins spécialisés en septembre 2022. Une grosse envie de dormir, c'est le quotidien des parents chez qui les bébés arrivent groupés, surtout au début. J'espère qu'après ça passe. On en parle avec mes invités dans une petite poignée de secondes. L'arrivée d'un enfant, c'est toujours un petit miracle. Que dire quand ils sont 2, 3 ou plus? Comment ça se passe avant et après? C'est ce qu'on va voir avec vous, docteur Virginie Guigues. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien au CHU Grenoble-Alpes. En face de vous, Flora Jiménez, vous êtes doula et conseillère allaitement. Et puis Guillaume Bruno, vous êtes toujours président de Jumeaux et Plus 38. Ça n'a pas changé en quelques minutes. Vous n'avez pas rendu votre tablier. Ma première question sera donc pour vous, docteur Guigues. De quoi parle-t-on? C'est quoi une grossesse multiple? Une grossesse multiple, c'est une grossesse où il y a 2 voire plus de fœtus, en sachant que on a en termes de fréquence essentiellement des grossesses gémellaires, donc avec 2 fœtus, voire de façon assez exceptionnelle des triplés. Au-delà, c'est plus qu'exceptionnel et voilà, je pense qu'on a quasiment jamais en fait. Oui, en France, c'est à peu près, d'après les chiffres que j'ai regardés, c'est à peu près 11 000 naissances jumellaires et 150
triplé. Oui, Donc voilà, il y a déjà un écart très, très important. C'est assez rare, les triplés. Alors on parle de naissance gémellaire, mais on parle aussi de monozygote, dizygote, si on reste sur les jumeaux. C'est quoi? Tout à fait. Alors la grossesse monozygote, c'est quand il y a un seul embryon qui s'est divisé. Et la grossesse dizygote, c'est quand il y a en fait 2 embryons. Donc on peut aussi parler de façon peut-être un peu plus courante de vrais et faux jumeaux, ce qui est un petit peu différent de la notion de monozygote et de dizygote. C'est pas la même chose alors? C'est pas la même chose. En fait, une grossesse alors, pour rentrer un petit peu aussi dans les détails, on a les grossesses qu'on appelle bicoriales, quand il y a 2 placentas, et les grossesses monocoriales où il n'y a qu'un seul placenta. Pour les grossesses monocoriales, c'est forcément des grossesses monozygotes. Donc c'est ce qu'on appelle des vrais jumeaux. Pour ce qui est des grossesses bicoriales, dans un cas exceptionnel de cas, quand les 2 fœtus sont de même sexe, ça peut être une grossesse monozygote. Donc 2 placentas, mais en fait, voilà. Mais monozygote. 2 vrais jumeaux, tout à fait. Est-ce qu'il y a là aussi, il y a plus de vrais jumeaux, de faux jumeaux? Il y a plus de faux jumeaux. Les faux jumeaux, les grossesses... alors, c'est un petit peu raccourci, mais en effet, les grossesses dizygotes, c'est à peu près 8 pour 1000. Et les monozygotes, on est plutôt autour de 3. Est-ce qu'on sait à quel moment ça se décide, tout ça? Bon, ça se décide vraiment au tout début. Quand il y a 2 embryons, voilà, c'est le début. Et puis, en fonction de la division de l'œuf, quand il est unique, si c'est dans les 3 premiers jours, on a une grossesse dizygote. C'est là où, en effet, on peut avoir 2 placentas. Et plus tard, une grossesse monozygote. Vous, au CHU, vous avez combien d'accouchements multiples à peu près par an? Ça dépend. L'année dernière, on en avait à peu près 96. Voilà, on tourne un petit peu à ces chiffres-là sur un peu moins de 3000 naissances. Comment on prévoit est-ce qu'on sent plus de coups de pied ou c'est bien avant tout ça qu'on sait s'il y a plusieurs bébés? On le sait bien avant tout ça, heureusement, pour préparer aussi, je pense, les parents à cette grossesse multiple. On le sait en fait à l'échographie. Voilà, c'est essentiellement et assez relativement tôt dans la grossesse, des 8 semaines d'aménorrhée, voire de temps en temps avant, on peut déterminer si c'est une grossesse gémellaire et le type de grossesse gémellaire. Et à l'échographie, c'est si on entend 2 petits cœurs? Alors, avant d'entendre les cœurs, on les voit, puisque c'est pas très conseillé d'entendre les cœurs très tôt dans la grossesse, mais on le voit, oui, on le voit assez facilement à l'échographie. On peut voir donc deux poches, une seule poche. Oui, ça on le voit dès la première tôt. échographie. On peut le voir oui, tout à fait. Et la première échographie, elle se fait en même temps que pour les mamans qui attendent un seul bébé. Absolument, oui, tout à fait. Et les causes de ces grossesses multiples? Alors, la première cause qu'on évoque, c'est la procréation médicale assistée, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu plusieurs embryons d'implantés, et le fait aussi que ce soit fait sur une population de femmes plus âgées, puisque l'âge aussi est un facteur qui prédispose aux grossesses gémellaires, avec les ovulations multiples. Et puis, surtout, c'est vrai pour les faux jumeaux, il y a certaines patientes qui ont des taux de FSH élevés, qui font des ovulations multiples, et donc il peut y avoir une petite prédisposition familiale ou génétique qui fait qu'on a plus de grossesses multiples, mais c'est toujours des faux jumeaux. Mais vous dites une petite prédisposition, parce qu'on imagine toujours que quand il y a plein de jumeaux dans la famille, on va forcément avoir des jumeaux. Pas forcément, non. Non. C'est pas forcément le cas. C'est ça. Alors il y a en effet, il y a certaines conditions hormonales qui peuvent favoriser la grossesse gémellaire, et ça peut être un peu familial, mais ça reste quand même assez exceptionnel. Pour les gens qui voudraient absolument avoir des jumeaux, est-ce qu'il y a des régimes alimentaires ou d'autres qui sont... Je ne sais pas. Non, je ne peux pas répondre. Il n'y a pas assez d'études. Je ne me suis pas vraiment penchée sur la question. Voilà, moi c'est vrai que je les vois une fois que les choses sont faites. Donc, On parlait de la procréation médicalement assistée. Est-ce qu'il y a de fait de plus en plus de naissances multiples? Il y en a, je pense que oui, à un moment ça a un petit peu augmenté. Il y a eu un boom, et puis maintenant c'est vrai que ça reste relativement stable, d'autant qu'on sait que ces grossesses multiples sont des grossesses à risque. Donc les médecins qui gèrent les centres de procréation médicale assistée se sont aussi adaptés en transférant beaucoup moins d'embryons et surtout en n'en transférant qu'un seul finalement, justement pour éviter ces grossesses multiples. Et du coup, vous parliez de l'âge des mamans. Est-ce qu'il y a un âge au-delà duquel on peut dire une grossesse multiple est déconseillée? Non. Non, c'est au cas par cas. C'est tout à fait au cas par cas, oui, absolument. Alors, quand on apprend qu'il y a plusieurs bébés, déjà, vous, quand vous l'annoncez, alors je ne sais pas si c'est plus vous ou en général, d'autres médecins, mais oui, pas tellement. On prend des précautions. Voilà. Ah, pour l'annoncer? Ouais. Non, en général, en plus,
Les gens regardent l'échographie, Oui. donc on leur montre en fait ce qu'on voit. Et c'est vrai que moi, j'aime bien en parler pendant que je fais des échographies. C'est vrai que parce que je sais que c'est aussi assez anxiogène pour les gens de voir quelqu'un faire une échographie sans rien dire. Donc moi, je Donc vous commente en général ce que je fais. Et c'est vrai que quand il y a 2 poches, oui, je le dis. Voilà. Alors ça m'arrive pas très souvent, puisque moi, souvent, je les vois quand même une fois le diagnostic fait. Mais Oui, puis pour les parents qui ont fait appel à la procréation médicalement assistée, ils sont déjà au courant. oui, souvent, oui, tout à fait. Alors vous, Guillaume Bruno, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que votre épouse attendait plusieurs bébés? Surpris, pour être très honnête, surpris, mais agréablement surpris. Passer le petit moment de stupeur quand même, hein. C'est pas rien quand même quand on apprend ça. Mais j'étais agréablement surpris. Les questions sont venues après, le questionnement est venu après. Mais de premier abord, agréablement surpris. Et alors, vos enfants ont quel âge? Maintenant, ils ont 11 ans, ils se portent très bien. On va dire, sortis du passage un petit peu plus difficile. Mais il y en a un autre qui arrive. Voilà. Oui, mais je l'envisage plus sereinement, je crois. Il y a une fille dans le lot? Oui, j'ai une fille, mais ça va bien se passer. Un garçon et une fille. On varie les plaisirs. Et puis il y a le grand frère au-dessus, donc c'est vrai qu'on a une famille complète, on va dire. On reparlera justement de l'arrivée des bébés aussi dans la fratrie. Et c'est souvent à ce moment-là, quand on apprend qu'on va avoir des jumeaux ou plus, qu'on fait appel à Jumeaux et plus 38 et non pas à Ghostbusters. On va regarder le reportage d'Éléonore Pointeau réalisé à l'occasion d'une journée pour fêter justement les 20 ans de partenariat entre l'association et le CHU de Grenoble. 3,2 millions d'enfants naissent jumeaux en France, soit près d'un bébé sur 40. À l'hôpital Couple Enfants de Grenoble, l'association Jumeaux et Plus met en place des services et des réunions depuis 20 ans pour les grossesses multiples. On accueille toutes les familles en attente de multiples, qu'elles soient adhérentes ou pas de l'association, qu'elles accouchent ou pas à l'hôpital, de manière à répondre à leurs questions, à essayer de réduire leur stress, de manière à ce qu'elles partent avec des outils pour que cette grossesse se passe le mieux possible. L'association travaille avec l'hôpital pour apporter aux familles un aspect médical. L'année dernière, 94 paires de jumeaux sont nés au CHU de Grenoble, dont 40% par césarienne et 60% par voie basse. Donc, dans le cadre des suivis des grossesses gémellaires, on met en place un suivi mensuel de consultation obstétricale avec l'examen clinique de la patiente. Et il y a aussi, en fonction du type de gémellité, un suivi qui est échographique, qui est organisé soit de manière mensuelle, soit de manière bimensuelle. Un dispositif de la CAF permet un support financier aux parents ou encore un accompagnement technique pour les associations et collectifs. Tous les parents peuvent en bénéficier, quelle que soit leur situation, leur façon d'être parents, leurs revenus. Et puis ensuite, ce que j'appelle les coups de pouce, les parents peuvent être aidés s'ils remplissent un certain nombre de critères. L'hôpital Couple Enfants organise les suivis d'échographie et les cours de préparation à l'accouchement. Il travaille aussi avec les sages-femmes de la DF 38 et de la DMR pour surveiller les grossesses gémellaires à domicile. Guillaume, vous êtes donc président de l'association Jumeaux et Plus 38. 38, c'est celle de l'Isère, ça veut dire qu'il en existe bien d'autres en France? Il y en a dans à peu près tous les départements en France. Et puis, chapeautant cela, il y a une fédération qui permet d'avoir des actions nationales et de représenter les familles au niveau national, effectivement. Comme beaucoup d'associations, surtout dans le domaine médical, elle a été créée par des parents qui étaient les premiers concernés, je crois. Oui, c'était en 92, donc il y a 30 ans cette année. Nous allons fêter cela cette année. C'est des parents jumeaux, effectivement, qui ont initié cette association il y a 30 ans. Et puis maintenant, on se passe le flambeau de famille de jumeaux en famille de jumeaux, puisqu'il n'y a que des familles de jumeaux dans l'association. Ah, déception. Les membres, donc des familles de jumeaux, combien ? Alors actuellement, nous sommes 130 familles à peu près, dont, vous en parliez tout à l'heure, 4 familles de triplés. C'est vrai que ça fait un nombre d'enfants assez impressionnant. Et quand vous vous réunissez parfois tous ensemble? On se réunit plusieurs fois dans l'année, effectivement, à l'occasion de pique-niques, à l'occasion de fêtes de Noël, à l'occasion de la chasse aux œufs. C'est vrai que des moments où on peut se retrouver et être ensemble et échanger sur nos problématiques, mais aussi voir qu'on est des familles heureuses et qu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous.
comme les autres, avec leurs difficultés, et puis leurs joies et leurs peines. Comment vous êtes référencé aussi par le CHU, d'autres maternités? Comment on vient vers vous? Alors, on vient vers nous parce que on est partenaire CAF aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a une information qui passe au niveau de la CAF. On est référencé au CHU, on est référencé dans les autres maternités. On a tout un réseau aussi autour de médecins généralistes ou obstétriciens qui renvoient de notre côté, parce que c'est une grossesse et une famille de multiples, c'est une famille normale, mais avec un petit plus. C'est pour ça qu'on s'appelle Jumeaux et Plus. Bien joué. Docteur Guigues, est-ce qu'il faut surveiller, alors la question est oui, pourquoi il faut surveiller plus particulièrement les grossesses multiples? Pour les mères d'abord. Pour les mamans, oui, en effet, il y a plus de complications. Donc ça reste des grossesses à risque, les grossesses multiples. Donc pour les mamans, il y a plus de risques de complications, de diabète gestationnel, d'hypertension. Donc le diabète gestationnel, on rappelle un petit peu ce que c'est peut-être? Alors le diabète gestationnel, oui, c'est des patientes qui ont du mal à bien métaboliser le sucre pendant la grossesse. Donc ce ne sont pas des patientes qui font du diabète, qui sont diabétiques de type 1 ou de type 2 normalement, voilà, c'est un autre diabète. Qui survient souvent au deuxième trimestre de la grossesse, qui du coup peut avoir un impact sur le développement aussi des fœtus. Donc c'est à prendre très au sérieux et à bien prendre en charge. Il y a aussi plus de risques d'hypertension et de risques de prématurité, donc d'avoir des contractions de façon précoce. Donc tout ça, c'est à bien surveiller, à bien prendre en charge. C'est pour ça que les consultations, elles dépendent aussi du type de grossesse gémellaire, mais elles sont régulières avec des échographies régulières et notamment pour, du côté plus fœtal, surveiller la croissance et le développement de ces fœtus. Pourquoi dites-vous que ça dépend du type de grossesse? Parce que la complication un peu générale des grossesses gémellaires, c'est la prématurité. Et puis, il y a des complications spécifiques pour les grossesses monocoriales, c'est-à-dire les grossesses pour lesquelles les fœtus se partagent le même placenta. Et donc, ces complications-là nécessitent une surveillance plus rapprochée, c'est-à-dire au lieu d'avoir une surveillance tous les mois, c'est une surveillance toutes les 15 jours, qui est essentiellement basée sur l'échographie, puisque c'est elle qui nous permet de dépister ces complications. Il n'y a pas une histoire de transfert? De transfuseur-transfusé? Oui. Oui, en fait, c'est... ce qu'il faut se dire, c'est que le placenta fait communiquer... En fait, les deux cordons s'insèrent sur le même placenta, et entre ces cordons, il y a des vaisseaux sanguins qui font communiquer en permanence les fœtus. Donc c'est vrai que nous, à l'échographie, on ne peut pas voir ce qui se passe exactement dans ces vaisseaux sanguins. Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est les complications générées par des déséquilibres, ce qu'on appelait le syndrome transfuseur-transfusé, et d'autres complications qui peuvent aussi toucher le taux d'hémoglobine des fœtus et qui peuvent toucher aussi leur croissance. Flora Jiménez, vous êtes doula et conseillère à allaitement. Vous intervenez aussi avant donc la naissance pour rassurer aussi les mamans. Expliquez-nous d'abord ce que ça signifie. Doula, c'est pas un terme qu'on entend plus fréquemment. Alors le métier de doula nous vient des États-Unis, où il y a eu des études où si la mère était accompagnée pendant la grossesse, mais de manière non médicale, c'est-à-dire quelqu'un qui est juste là pour écouter, pour prendre soin au sens bien-être, il y avait moins de complications au niveau de l'accouchement. Donc c'est le métier d'origine qui est parti des États-Unis et qui est arrivé en France. Donc moi je suis vraiment spécialisée postpartum et allaitement. Donc c'est un peu après, mais donc en réalité je les rencontre dès la grossesse. En tant que conseillère allaitement, je les rencontre dans le cadre de Jumeaux et Plus, où on va parler d'allaitement et on va parler plus globalement de comment on se construit un village sur le postpartum. Donc là, Jumeaux et Plus, c'est vraiment très important parce qu'ils ont plein d'aides qu'ils peuvent déjà amener. Et moi, ça va plutôt être autour de vous. Est-ce que vous vous sentez devoir les premiers mois? Est-ce que vous pouvez demander de l'aide? Comment vous sentez les choses? Voilà, ça c'est toute la préparation postpartum auprès de ces mamans. Et puis éventuellement, on peut proposer en fonction des doulas des soins. Et quand je dis soins, c'est pas du soin médical, c'est vraiment prendre soin en bien-être, du massage, de la sophrologie. Ça c'est vraiment en fonction des couleurs des doulas. Et pour l'allaitement, comment on prépare l'allaitement avant d'avoir accouché? Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, je vais dire, est-ce qu'il y a des massages, je sais pas, des choses à faire avant? Non, là c'est vraiment de l'information et je dirais pour les jumeaux c'est encore plus important parce qu'il y a le risque de prématurité.
Donc il y a des mères qui ne vont pas avoir dans l'idée d'allaiter, qui finalement vont se retrouver avec un tire-lait parce qu'elles ont des enfants qui sont nés plus tôt que prévu. Donc ces mamans-là, comment fonctionne un tire-lait, qu'est-ce qui est important, c'est-à-dire comment on vérifie qu'il y ait la bonne taille, que ce soit un tire-lait qui permette la mise en place, des routines de tirage éventuellement, et si elles le souhaitent, finalement, comment on va stopper naturellement la lactation, si elles ne souhaitent pas continuer ça. Et pour les autres mamans, c'est répondre à toutes leurs questions. Souvent, la première question, c'est est-ce que je suis capable de nourrir 2 enfants ? Donc oui, et pourquoi ? Comment se crée le lait ? De quoi vous avez besoin ? Voilà, c'est vraiment de la réassurance et informer physiologiquement qu'est-ce qui devrait se passer, qu'est-ce qui est normal et à quel moment vous devez demander de l'aide. Docteur Guigues, pour la maman aussi, est-ce qu'il est important, on vient de passer quelques mois puis c'est sans doute pas terminé, est-ce qu'il est important d'être vacciné contre le Covid ? Ah oui, très important. Très important d'être vacciné puisqu'on a vu, et beaucoup d'études le montrent, des complications très graves survenir chez des patientes non vaccinées. Et le fait de se faire vacciner diminue considérablement le risque de complications, d'autant plus chez les patientes atteintes de grossesse gémellaire, enfin toutes les patientes qui déjà présentent des grossesses à risque, mais aussi pour toutes les femmes enceintes en général, c'est vraiment important. Et là, depuis quelques mois, on a eu des situations dramatiques chez des patientes qui n'étaient pas vaccinées. Et c'est vrai qu'on encourage fortement cette vaccination. Alors, sur la surveillance, est-ce qu'on surveille le poids aussi des mamans ? Parce qu'on se dit une grossesse jumellaire, le poids des mamans, puis le poids, on va venir au poids des bébés après. Mais le poids des mamans, c'est encore plus... disons qu'il n'y a pas de poids à prendre. Parce qu'on dit souvent, tiens, tu peux manger pour 2, mais là, tu manges pour 3. Non, on n'autorise pas les mamans ayant des grossesses multiples à prendre forcément plus de poids que les patientes qui ont une grossesse simple. Voilà, de toute façon, ça dépend aussi du poids de départ, ça dépend de l'alimentation, ça dépend de beaucoup de choses. Le poids en soi, c'est certes important, c'est une valeur, et c'est sûr qu'il ne faut pas non plus... une prise de poids trop importante pendant la grossesse, ça peut générer des complications, dont le diabète, mais aussi pour l'accouchement. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à son poids, et ça, on est là, nous, pour guider les patientes, les aider là-dedans. Il n'y a pas vraiment de poids à prendre ou à ne pas prendre. Il n'y a pas de valeur, en tout cas, qu'on donne aux patientes pendant la grossesse. Et alors, le poids des bébés, est-ce qu'on vérifie que les 2 bébés grossissent de la même façon ? Alors, c'est pas forcément nécessaire que c'est pas nécessaire que les fœtus grandissent de la même façon. Pour ce qui est de la grossesse bicoriale, d'autant plus que c'est 2 sexes différents, il est tout à fait commun de voir des enfants qui ne grandissent pas de la même façon, puisque ce sont 2 individus différents. Donc, comme dans la population générale, voilà, il y a des grands, il y a des petits, il y a des plus minces, il y a des plus gros. Voilà, nous, on accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est qu'en effet, ils se développent bien, c'est-à-dire qu'on ait une croissance qui soit régulière, avec des indices comme la quantité de liquide amniotique ou ce qu'on appelle les Doppler qui soient corrects. Après, pour les fœtus issus de grossesses monozygotes, donc qui partagent le même placenta, ils peuvent aussi grandir de façon un petit peu différente, mais on tolère moins de différentiel. Et pareil, il faut que ce ne soit pas associé à une complication liée à ces anostomoses placentaires et qu'ils aient une croissance harmonieuse avec des facteurs de bien-être fœtal rassurants. Et comme ils ont chacun un cordon ombilical, il n'y en a pas un qui pique le goûter de l'autre ? Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors il peut y avoir en effet, par restriction, une restriction de croissance chez un des 2 fœtus d'une grossesse monocoriale, mais c'est plus lié souvent à des anomalies d'insertion du cordon ombilical justement, et c'est pas parce qu'ils ont le même placenta qu'ils se le partagent forcément à part égale. On conseille aussi, est-ce qu'on conseille aux mamans plus de repos ? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pour ça aussi que la prévention est très importante de la prématurité. Alors, ça fait pas tout, bien sûr, mais en tout cas, oui, il faut leur donner des conseils sur le repos, les trajets en voiture, le travail. Chez des mamans qui sont très actives ou qui ont un travail physique très difficile, c'est sûr qu'il faut anticiper là-dessus et leur dire qu'en effet, elles seront mises au repos assez tôt. Cette prévention-là, elle évite quand même des hospitalisations où à un moment, on est obligé de dire, là maintenant, il faut rester tranquille à la maison, ne plus bouger. On sait que le repos complet pendant une grossesse, c'est pas forcément bénéfique, loin de là. Donc jouer sur la prévention et conseiller les mamans, et je pense que l'association Jumeaux et Plus aussi, par l'expérience des parents, peut aussi
informer les couples et les patientes que la prévention, c'est très important et justement, le repos en fait partie. Le repos et puis un petit peu d'activité régulière et tranquille. Tout à fait. Un peu d'activité physique. L'accouchement, comment ça se passe? Ce sont les mêmes signes avant-coureurs. On sait quand on va accoucher, c'est la même chose que pour les autres mamans. Ça ne change pas. Non, et l'accouchement, on a vu qu'il y avait... Est-ce qu'il y a plus souvent des césariennes? Alors, ça dépend si vous prenez les données nationales ou pas. Vous avez entendu dans le reportage qu'en effet, nous au CHU de Grenoble, l'année dernière, on avait plus de 60% d'accouchements voix basse. Là, depuis le début de l'année, on est à 75%. Donc, c'est vrai que le taux de césarienne évolue en fonction des années, en fonction des pathologies, mais on arrive quand même à avoir en tout cas plus d'accouchements voix basse que de césariennes dans les grossesses gémellaires. L'accouchement, ça peut aller très vite, ils sont pressés de sortir. Ça peut aller très vite ou pas, mais c'est vrai que on a quand même des travails qui sont souvent relativement rapides. Et puis, on a tout un protocole pour l'accouchement qui est bien codifié et qui... C'est un protocole différent que de celui des mamans qui n'auraient qu'un bébé? Oui, tout à fait. Enfin, parce qu'en fait, ce protocole, il est surtout là pour le deuxième jumeau, pour éviter les complications et les césariennes justement sur ce deuxième jumeau. Il y a une étude française qui s'appelle Jumoda qui a montré que plus on était actif sur la naissance du deuxième jumeau, mieux se portait ce deuxième jumeau et plus on réduisait le taux de césarienne sur le deuxième jumeau. Le deuxième qui sort. Le deuxième qui sort, voilà, tout à fait. Donc le premier naît, j'ai envie de dire, comme n'importe quel enfant. Et puis par contre, voilà, on va assez rapidement finalement faire naître le deuxième. On essaye en tout cas de... Est-ce que vous déconseillez un accouchement non médicalisé dans le cas des grossesses jumellaires? C'est sûr que oui, on déconseille. Il y a plus de risques. Les grossesses gémellaires sont des grossesses à risque. Et du fait aussi que il faut être actif sur ce deuxième jumeau et qu'il faut pouvoir surveiller 2 fœtus pendant tout le travail. Ça demande quand même un certain matériel, une certaine organisation. Et puis, en effet, comme on doit faire souvent des manœuvres sur le deuxième jumeau, une péridurale est quand même fortement conseillée, à la fois pour la patiente, évidemment, pour pas qu'elle ait mal, et puis pour permettre aussi d'aller chercher ce jumeau plus facilement. Et puis, vous le disiez les unes et les autres, il y a le fort risque d'avoir des prématurés. Ça aussi, ça se prépare, vous discutez avec les mamans, vous leur dites ça va peut-être être compliqué, ça ira pas tout à fait jusqu'à la date à laquelle vous pensez? Alors, préparer, non, ça c'est le rôle du gynécologue ou de la sage-femme. Moi, je vais plutôt écouter leurs craintes et voir justement comment on peut apaiser ça. Donc souvent, je leur recommande, il y a un livre de Caroline Guillot qui est sur l'allaitement du prématuré, qui est très illustré en BD où elles peuvent lire et voir comment ça se passe. Et le fait de savoir, ça permet déjà de baisser le niveau de stress. Et puis après, dans la pratique, là j'ai eu un cas d'une maman où il y a une prématurité en hospitalisation d'urgence, et je suis disponible par téléphone. Elle voulait que je lui amène des affaires, je les ai amenées. La doula, elle s'adapte, elle est très pratique en fait. Donc c'est vraiment être là en soutien. Alors, donc des prématurés, le risque est plus important quand on a des grossesses jumellaires? Oui, tout à fait. Alors, le risque de prématurité, en sachant que donc il y a à peu près la moitié des grossesses gémellaires qui entraînent de la prématurité. On est où quand on parle de prématurité? C'est-à-dire que les bébés naissent, alors vous parlez peut-être en termes de semaines, mais 25 plutôt semaines, qu'en mois, 25 au lieu de... Alors, il y a plusieurs degrés de prématurité. C'est-à-dire il y a l'extrême prématurité, la prématurité moyenne et la prématurité légère qui en général est bien gérée. Pour ce qui est des jumeaux, dans cette moitié de prématurés, il y en a quand même aussi plus de la moitié qui vont naître dans cette prématurité légère. Voilà. Et en effet, un nombre un peu plus important que la moyenne qui va naître dans la prématurité plus inquiétante, la prématurité... Ce qui est inquiétant, c'est le poids ou c'est le poids et le terme. Ces 2 choses-là sont vraiment importantes. Et donc, ils restent plus longtemps à la maternité, dans le service de néonatalité? Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est-à-dire ils peuvent rester jusqu'à... Ils sont pris en charge sous une couveuse, plusieurs mois, jusqu'à ce que les pédiatres pensent qu'en effet, ils sont aptes à sortir, ils sont suffisamment costauds pour pouvoir rentrer à la maison.
Et alors justement, le retour à la maison, Guillaume, c'est aussi un pas où l'association vient en aide aux parents, parce que là, c'est le saut dans le vide. Alors oui, on vient en aide aux parents par le biais de deux manières, en fait. On a des réunions au CHU qu'on organise avec le docteur Guig, avec les services de l'ADF 38, avec la CAF, pour amener un certain nombre de réponses aux futurs parents de jumeaux, donc, qui sont venus à nous par des biais divers dont on parlait tout à l'heure. Et là, on va pouvoir répondre à un certain nombre de questions, y compris préparer le retour à la maison, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est bien d'avoir, qu'est-ce qu'il est bien de ne pas avoir. Et nous, on insiste toujours sur reposez-vous, y compris pour le père, parce que le retour à la maison, c'est le moment où il va avoir un rôle fondamental et très important. Il avait déjà un rôle important avant. Bien sûr. Et puis aussi, on assure derrière des permanences téléphoniques où, s'il y a un problème ou une interrogation, on est là pour rassurer, pour apporter des conseils, pour aiguiller vers les bonnes personnes ou vers les bons services, et notamment vers les services de l'ADF 38 ou de l'ADMR, qui sont des associations qui vont apporter une aide à la maison. Ce sont des TISF qui interviennent, des travailleuses sociales, qui vont aider les mamans et les papas, d'ailleurs, à s'installer dans leur nouvelle vie, qui vont permettre aux couples éventuellement d'aller faire une petite balade dehors pendant que gardent les enfants à la maison. Parce que le retour à la maison, c'est vraiment un moment à risque aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le confort de la maternité où les enfants sont surveillés, la maman est surveillée, et donc là, ils sont en sécurité. Le retour à la maison, c'est un moment un petit peu plus compliqué, mais en le préparant bien, ça se passe bien. Et puis en acceptant les aides qui peuvent être autour de nous, les doulas, les sages-femmes qui peuvent venir aussi visiter, les infirmières de la PMI, tous ces gens autour qui sont dans le médical ou dans le paramédical, mais qui vont aller amener un regard extérieur et une compétence importante. Alors, on va voir que ça peut très bien se passer, parce que les jumeaux, on en parle, on n'en a pas vu beaucoup pour l'instant. Et pour voir le quotidien d'une famille, les trucs et astuces, Charlotte Faulkner s'est rendue chez Estelle, Adrien, Zoé et Eva. Adrien et Estelle sont les heureux parents de jumelles Eva et Zoé. Depuis leur naissance, ils ont appris à tout faire en double. Repas, bains et couches à chaque étape de la journée. Il faut savoir faire preuve d'adaptation avec les bras bien chargés. Mais cela ne veut pas forcément dire être tout le temps à deux. C'est vrai que quand on est tous les deux, en général, on ne se le fait pas systématiquement ensemble parce que c'est un moment où l'autre peut en profiter pour faire autre chose. Mais souvent, il y en a un qui fait le début et l'autre qui fait la fin. Nourrir deux bébés en même temps, une situation que le couple a rapidement réussi à gérer. Une cuillère à droite, une cuillère à gauche. Dès le départ, de toute façon, on est obligé de prendre le coup de main. Bon, au début, j'avais un peu triché, j'avais acheté des portes-biberons. Et ça les a aidés aussi un peu à se débrouiller toutes seules, à un peu attraper le biberon elles-mêmes pour gérer en fait, le flux de lait, etc. Mais bon, c'est vrai que le matin, quand je me fais mon café, je peux pas boire mon café en même temps que je donne le biberon, quoi. Parents pour la première fois, accueillir deux bébés d'un coup peut faire peur, mais ils ont su relever le défi. L'une des clés de leur succès, l'organisation. En fait, je marque mon planning, je marque le planning d'Adrien. Après, je fais un transparent sur les filles pour savoir qui a qui quand. Et les trous qui me restent, je trouve des solutions. Donc, des fois, c'est un peu casse-tête, mais on s'en sort. Apprendre qu'on attend des jumeaux peut impliquer quelques changements. De leur côté, ils ont dû déménager. Une grossesse qui n'a pas été accueillie de la même façon par les parents. Disons qu'il y a eu deux réactions distinctes. Estelle, elle, c'était un peu son pire cauchemar d'avoir des jumeaux. Elle en avait très très peur. Et puis en fait, nous on partait du principe qu'il n'y avait pas de raison qu'elle en ait. Donc ça a été vraiment une grosse surprise. Et en fait, moi tout de suite, je me suis investi beaucoup plus dans la grossesse d'Estelle et dans la gestion en fait de l'après. Mais j'étais que dans le positif. Pour les aider, Adrien et Estelle peuvent compter sur leurs proches, un soutien essentiel dans leur vie quotidienne. On a la chance d'être très très bien entourés et d'avoir toutes les personnes de nos familles respectives qui sont quand même assez proches de chez nous. Il y a ma mère qui se cache là, qui habite pas loin. On a un peu tout le monde. On a les parents aussi d'Estelle qui sont là. C'est pas infaisable sans l'entourage parce que je pense qu'on ferait quand même. Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on ferait pas. Je me vois pas
ne pas avoir l'aide de mon entourage. Avoir des jumeaux peut impliquer de grands changements, mais cela peut aussi avoir des avantages pour les parents comme pour les jumeaux. Déjà, le fait qu'elles s'occupent ensemble. Un enfant tout seul, ça a un constant besoin de l'attention de ses parents. Les deux aussi, mais oui. Elles ont déjà... Elles ont une complicité. Ça se voit, elles jouent ensemble, ce qui nous permet de la discuter, mais qui nous permet d'avoir des moments à nous finalement. Par contre, ce que moi j'ai trouvé que finalement, alors que c'était ma hantise, que c'était très bénéfique, c'est que ça m'a obligée finalement dès la grossesse à abandonner plein d'idées. À lâcher prise. À lâcher prise sur plein de choses et à pas me dire je veux faire comme ci, comme ça. À leur naissance, Adrien a fait le choix de prendre un congé parental pour être au plus proche de ses filles et de sa femme. Guillaume, vous aussi, quand vos enfants sont nés, vous étiez plein d'idées un petit peu, on va faire comme ci, comme ça, puis finalement vous vous êtes dit on va laisser faire en étant toujours attentif, bien sûr. Oui, on avait essayé d'organiser un petit peu à l'avance toutes les choses, et puis c'est parti... Voilà, on a vu chez ces gens, j'ai retrouvé un peu ma maison avec des jeux posés un peu partout, des enfants un peu partout. Mais c'est normal, c'est comme ça. Il ne faut pas s'attendre dans ces cas-là à avoir une maison bien rangée et à continuer sa vie d'avant. Il y a un changement. Flora, on avait vu que les bébés étaient au biberon parce qu'elles sont un peu grandes. Nous disiez que l'allaitement, c'était aussi très important, surtout pour les prématurés. Oui, alors elles sont un peu grandes, mais elles pourraient encore être... J'ai des mamans de jumeaux qui allaitent encore à cet âge-là. Mais c'est un choix que tout le monde ne fait pas et je peux le comprendre. Et l'allaitement... Le lait maternel pour les prématurés? Oui, pour les grands prématurés, mais je pense que le docteur Guy en parlerait nettement mieux que moi, est très important. Donc ces mamans, on leur demande de tirer leur lait. Donc c'est de les accompagner pour que ça se passe bien et pour que ça puisse se faire. Au CHU de Grenoble, si je ne me trompe pas, donc on n'a pas de lactarium. Le lactarium est à Lyon. Donc les mamans qui tirent, si elles ne tirent pas à l'hôpital, le lait part à Lyon et revient. Donc c'est important qu'elles tirent sur le CHU. Ça fonctionne comment, un lactarium? C'est ça? C'est que c'est le propre lait des mamans réserve, Voilà, tout à fait, parce qu'il faut des certaines conditions pour garder le lait, pour pouvoir le consommer plus tard. D'accord. Et pourquoi c'est important alors, le lait maternel pour les prématurés? Parce qu'ils ont une immaturité en fait, du système digestif. Et c'est vrai que le lait qui est le mieux finalement digéré et absorbé, c'est le lait maternel. Ouais, donc c'est pour ça que c'est important. Comment ça se passe le retour au travail? Parce qu'à un moment, il faut les lâcher, ces petits bouts. Alors, comment ça se passe le retour? Au début, c'est très difficile. Je me souviens que moi, j'arrivais au travail, les collègues m'accueillaient en me disant « Prends un café, assieds-toi ». Tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Le retour au travail, c'est compliqué, mais le retour au travail, il faut aussi ne pas hésiter à aller prendre des temps partiels. C'est vraiment ce que j'ai fait, au-delà des jours de congé parental. Il y a un gros déficit de sommeil pour les parents quand on a des jumeaux? Oui, c'est un gros déficit. Le père, quand il arrive, il a à gérer tout le quotidien. C'est-à-dire que moi, j'arrivais, c'était... Occupe-toi des enfants, je vais faire un tour dehors, ce qui est tout à fait normal. Donc oui, il y a un gros déficit de sommeil et il y a besoin d'accompagnement autour et de se prendre, de se poser et de ne pas essayer de continuer sa vie d'avant avec les mêmes activités ou autres. On peut, mais c'est compliqué. Alors, vous ne suivez pas les parents, c'est un petit peu, mais c'est quand même important. Vous voyez, vous, l'importance de ces associations pour les naissances jumellaires? Ah, mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis très contente de participer à cette association, notamment à travers les réunions qu'on fait d'information, parce qu'on voit le besoin, en fait, chez ces couples d'information, de préparation. C'est sûr que la majorité d'entre eux ne s'attendaient pas du tout à avoir une grossesse multiple. Et le fait de pouvoir discuter avec d'autres parents, avec... Voilà, de savoir qu'ils peuvent avoir des aides à la maison, qu'ils ne seront pas tout seuls et qui peuvent avoir un accompagnement autre que médical, parce que nous, on gère en effet la grossesse, on gère une certaine partie, mais voilà, il y a toutes les questions qui vont se poser, organisationnelles, de fonctionnement, et toutes les contraintes qui vont peut-être se mettre en disant toutes les idées qui vont se faire, et qui finalement, voilà, pour pas qu'ils soient déçus, pour pas qu'ils se mettent trop la pression, et que finalement, ils arrivent à gérer après... Et pour le bien-être de l'enfant aussi. Mais tout à fait. C'est vrai que le message qui passe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vos enfants, quand vous allez bien, vos enfants, ils vont bien. Et ça, je pense que c'est important pour les parents de l'entendre. Et voilà, de faire appel aux gens qui se sont retrouvés un peu dans la même situation qu'eux.
Flora, il y a un sujet dont... Allez-y, je vous en prie. Et grâce à Jumeaux et Plus, moi je trouve que finalement ces parents de jumeaux sont mieux préparés que des parents d'enfants solo pour une première grossesse. Enfin, il y a vraiment, ils ont tout un soutien, ils ont pu échanger. C'était pas forcément le message que je voulais passer. Mais il y a vraiment ça. Ces parents, quand ils arrivent, ils savent déjà que ça va peut-être être plus compliqué. Et de fait, ils osent déjà demander, ils osent déjà plein de choses. Et ils ont rencontré plein d'autres parents par rapport à des mamans qui auraient leur premier enfant et un seul enfant, qui sont moins préparées, je trouve. Les mamans et les couples d'ailleurs. Vous parliez justement en préparant cette émission du deuil de l'enfant unique. On n'en a pas parlé quand on a parlé de l'annonce, mais ça aussi c'est important de faire le deuil de l'enfant unique. Ça peut être important. Le deuil de l'enfant unique, il y a certaines familles qui en ont besoin. Et dans ce cas-là, c'est des choses sur lesquelles je vais surtout écouter ce qu'elles ont à déposer, pourquoi elles souhaitaient un enfant unique et qu'est-ce qui se passe. Et ce qu'on avait préparé en préparation, au-delà du deuil de l'enfant unique, c'est que parfois dans les grossesses multiples, il y a du deuil effectif. Voilà, deuil de grossesse. Et ça, les doulas, elles ont un rôle là-dessus, que ce soit pour la préparation de tout ce qui est funéraire, pour ces parents qui se prennent ce choc, surtout que des fois, il faut accueillir la mort et la vie, et de ritualiser. Dans le métier de doula, il y a vraiment l'idée de ritualiser ce qu'on trouve normalement dans la religion, mais la religion, ça ne parle pas à tout le monde. Donc ça va être de célébrer la grossesse de la mère quand elle est enceinte. Ça va être, s'il y a quelque chose qui se passe mal, de célébrer. Est-ce qu'on peut écrire sur un papier, peut-être le brûler dans un bol, ou qu'est-ce qui vous parle? Et de construire avec les parents quelque chose qui leur parle pour que l'étape se passe mieux. Lorsque les enfants sont nés, l'association vient aussi en aide au niveau matériel. Vous proposez aussi de l'entraide matérielle, un vestiaire, c'est bien ça? Alors oui, l'association est clairement sur un côté moral, on en a déjà discuté, donc on ne va pas revenir dessus, et sur un côté matériel. Donc on propose aux familles effectivement du matériel, des mises à disposition de poussettes doubles, voire même de poussettes triples, nous avons ça, de porte-bébés, de tout le matériel qui va permettre effectivement une arrivée assez sereine des enfants à la maison, parce qu'une poussette double avec les nacelles et autres, on est sur du 1300, 1400, 1500 euros. Enfin, c'est des sommes très importantes qui vont servir pendant quelques mois, parce que c'est tellement gros à charger dans une voiture quand on veut se déplacer que ça va servir quelques mois simplement. Et puis aussi, on a des vestiaires avec des vêtements qu'on récupère de droite et de gauche. Il y a souvent des familles de jumeaux qui nous les passent parce que c'est double de body, c'est double de t-shirt. Et effectivement, des jumeaux, c'est toute une organisation derrière et on essaye d'adoucir ça pour les familles. Docteur Guig, est-ce que quand on a eu des jumeaux, on peut avoir de nouveau des jumeaux? Oui, ça peut arriver. Tout à fait. C'est assez exceptionnel, mais oui, on a eu des patientes qui ont eu 2 grossesses gémellaires de suite, tout à fait. Est-ce qu'il y a des risques pour d'avoir trop de grossesses gémellaires? Alors, jusqu'où on peut aller, mais non. Ça dépend comment vous avez accouché la première fois. C'est sûr que si vous avez eu une césarienne pour votre première grossesse, toutes les grossesses suivantes seront des grossesses plus à risque. Et puis, si vous avez des grossesses aussi rapprochées, c'est-à-dire surtout, les grossesses vraiment très proches où les patientes n'ont pas le temps de récupérer entre leurs 2 grossesses. Après, non, il n'y a pas de risque à faire plusieurs grossesses, même gémellaires, à plusieurs années d'intervalle, voire même la deuxième sera peut-être probablement plus facile que la première, puisqu'il y a déjà eu une distension utérine de fait de la première grossesse, donc les contractions peuvent arriver un peu plus tard, etc. Donc non, il n'y a pas forcément de risque à ça. Et nous avons au moins, j'ai de tête une famille où il y a 2 couples de jumeaux dedans. La famille va très bien. Et d'ailleurs, la maman participe aux réunions au CHU parce qu'elle a des choses à apporter dans ce domaine-là, quoi. Il n'y a jamais de grosse dépression où la dépression est 2 fois plus importante pour les mamans quand ça se passe pas très bien. Ça peut arriver déjà pour les mamans. Oui, ça peut arriver. Je pense que c'est sûr que la fatigue, l'angoisse peut être un facteur favorisant la dépression postnatale. Je ne pense pas qu'elle soit forcément plus forte du fait des jumeaux, mais peut-être en effet favorisée par cette grossesse gémellaire. D'où encore une fois l'importance de cette préparation et de cette discussion, que ce soit avec les médecins, mais nous c'est vrai que on a aussi, on encourage les patientes à avoir un suivi sage-femme à côté, justement pour pouvoir un peu plus discuter, et puis un suivi supplémentaire et aussi après la naissance, c'est très important. Donc en fait ça se passe tout le temps
Enfin, ça se passe la plupart du temps très bien. C'est le message un peu que vous voulez faire passer. Oui, ça se passe bien. C'est une famille nombreuse, mais avec des spécificités et qu'on essaye d'aplatir pour les gens. Mais oui, bien sûr que ça se passe bien. Heureusement que ça se passe bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour toutes vos explications. Merci à vous. Merci. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez nous retrouver le mardi à 13h, le samedi à 17h et en replay sur télégrenoble.net. Très belle journée à tous. Portez-vous bien et à très bientôt. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up.